Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour depuis le studio de Radio Clapas 93.5. Bienvenue dans votre émission bimensuelle du CJD, l'économie au service de l'homme. Nous représentons un mouvement de dirigeants d'entreprises responsables et c'est notre devise. Alors notre monde est mal barré, ok, mais ce n'est pas fichu. Vous êtes au cœur d'une série, on parle des objectifs de développement durable de l'ONU pour sauver le monde. Ça s'appelle les ODD et il y en a 17. Ils sont universels et ils se déclinent pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Et aujourd'hui, on va s'employer à faire un petit travail collectif, on va parler emploi. Je suis Virginie et avec Sandrine, qui est jeune dirigeante et directrice responsabilité sociétale et transformation digitale d'un grand groupe, nous accueillons nos deux invités, Pierre Minaudier et Florence Tourbillon. Alors bonjour Virginie, chers auditeurs, chères auditrices. J'ai effectivement le plaisir de vous présenter nos deux invités, Florence Tourbillon et Pierre Minaudier, pour échanger sur notre sujet du jour, le travail décent et la croissance économique. Alors, Florence Tourbillon, cette humaniste et amoureuse de la nature, est une pro de la recherche d'emploi. En 2001, après de brillantes études à Tours et à Paris, et des postes successifs au sein d'Adecco puis de Michael Page, elle déménage à Montpellier pour suivre son conjoint, et là, elle vit un choc. Elle découvre la difficulté de trouver un job dans notre bassin d'emploi. Eh bien, cette expérience sera probablement à l'origine d'une vocation puisqu'elle est dès lors conseillère en insertion et orientation professionnelle. Elle exerce plus particulièrement son activité au sein de l'Agirc Arco à Montpellier depuis l'ouverture en 2016. Et puis, nous avons également Pierre Minaudier qui est aussi un humaniste. Après des études d'ingénieur et un long parcours dans les télécommunications, où il a occupé plusieurs fonctions de direction à l'international, il décide de créer son entreprise Artizen dans les services à la personne à Montpellier. Il place l'humain, sa santé et le respect de l'environnement au cœur des valeurs de son entreprise et de sa raison d'être. Alors Pierre Minaudier, il a aussi été le président du CJD de Montpellier, de la région Languedoc-Roussillon, et président national de ce beau mouvement qui met l'économie au service des hommes et des femmes et pas l'inverse. Alors, avant de leur donner la parole, je vous propose d'écouter la chronique de Virginie, « Je veux du travail ». Tu restais qu'un enfant qui a travaillé trop vite dans un monde où parfois ça clique, je veux trouver de l'argent. On me raconte des histoires de jobs où c'est décent, de salariés et de managers, je veux du travail sinon ça foire. Merci Pej, merci Sandrine, Pierre et Florence pour cette mise en jambe, parce que oui, nous ne nous prenons pas trop au sérieux. Néanmoins, le sujet l'est, et l'emploi avec en balance le chômage, employés, employeurs, fonctionnaires, entrepreneurs, tout un monde se balance entre travail et repos. Stage, alternance, CDD, CDI, TNS, agriculteurs, artisans, salariés, cadres, télétravail, flexi-travail, travailleurs pauvres, pénibilité, 35 heures, job, métier, profession. Pour en parler, il y a du taf. Arthur, 3 ans, a sa vision. Toi, tu vas au bureau pour travailler et moi, je vais à la crèche pour travailler. Le petit naïf, s'il savait. Quoique certains exploiteront les compétences acquises à la crèche. Dessiner des maisons, tenter de rentrer des cubes dans des ronds, négocier les jouets, défendre son territoire, rire et parfois se disputer avec les compagnons sur la pause déj. Mais pourquoi donc ? On travaille déjà pour gagner sa vie, aussi pour exister socialement, être connu et reconnu, voir des gens, et idéalement pour faire des choses qui nous intéressent, soigner, enseigner, construire. Un travail, ça permet aussi d'apprendre. Mais de l'agriculteur à l'instagrammeur, du constructeur dans le bâtiment à l'animateur de radio, le travail revêt des réalités bien différentes. Un voyage dans l'histoire ? Paysans, chasseurs, serviteurs, bâtisseurs, les métiers du secteur primaire priment, les manuels sont rois. Puis l'ère industrielle use mineurs et ouvriers et depuis nous développons l'ère du service. Un voyage dans le monde ? Dans le monde, on s'effraie de voir des enfants corvéables pour la survie familiale et les aînés sans répit pour leurs vieux os. On s'horrifie que 780 millions de travailleurs ne gagnent pas suffisamment pour se hisser avec leur famille au-dessus du seuil de pauvreté. Seuil qui se situe à 1,64 € par jour. 2,2 milliards de personnes vivent sous ce seuil.
Et autant dire que les chances pour les femmes d'accéder à l'emploi sont très inférieures à celles des hommes. Alors le travail décent, c'est ainsi que le qualifie l'ONU, c'est la possibilité pour chacun d'obtenir un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de sécurité, de conditions de sécurité sur le lieu de travail, d'une protection sociale pour sa famille. Et il doit respecter les droits des travailleurs, dont la formation professionnelle. La Covid-19, elle, ne compte pas vraiment aller dans ce sens, puisque près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale risque de perdre ses moyens de subsistance. Ces ravages économiques et financiers, c'est l'aggravation de la pauvreté, des risques de migration et des menaces sur la paix. L'origine du mot travail est contestée. Alors sans certitude, beaucoup l'attribuent au tripalium de Tripalus, un instrument de torture, en 3 piliers. Cela ramène à la souffrance, à la douleur, en particulier celle que peut endurer une femme lors de l'accouchement. Le travail, c'est aussi l'ensemble des activités humaines organisées en vue de produire ce qui est utile. Mêlant contrainte et liberté, ça fait quand même des siècles qu'on se dispute la notion, et le numérique alimente encore plus les débats. Mais cette difficulté a déjà été bien soulignée par les féministes dès les années 1970. Par exemple, une mère de famille au foyer, est-ce vraiment un travail ? Alors plus de 35 heures, bien sûr, entre cuisine, repassage, ménage, garde d'enfants, courses, taxi, éducation, le tout avec de fortes compétences organisationnelles, pédagogiques, la capacité à gérer une multitude de choses à la fois, un budget, etc. L'ensemble de ces tâches confiées à des employés générerait juste le salaire de 6 400 € net par mois. Mais ce n'est pas un emploi, car un emploi s'applique à une activité rétribuée. Mais est-ce une chômeuse alors ? Mais pas pour autant. Un chômeur est une personne en capacité de travailler, mais qui n'a pas d'emploi et qui en recherche un. Selon les normes du BIT, le Bureau international du travail, la France compte 2,7 millions de chômeurs et voit son taux de chômage malheureusement augmenter autour de 9% pour cette année. 600 villes en France ont un taux de chômage supérieur à 25%. Et à Montpellier, on se traîne aussi un vrai problème de chômage élevé et qui persiste à près de 22%. Et toujours en France, et oui, encore je radote, on a de la chance, on nous envie. Depuis 1958, l'assurance chômage oblige tous les employeurs du privé à cotiser, soit 1,8 million d'organisations pour 18,5 millions de salariés. Elle protège ces salariés lorsqu'ils perdent leur emploi en leur versant une allocation. Ceci limite la pauvreté et favorise le retour à l'emploi. Elle est aussi solidaire puisqu'elle mutualise les risques et compense mieux la perte d'un bas salaire que d'un haut revenu. Alors les politiques publiques naviguent en eau trouble depuis des décennies, car il faut protéger les travailleurs et pour protéger, il faut protéger les entreprises. Bref, les destins sont liés. Alors pour conclure avec le sourire, on repense à notre Henri Salvador qui chantait à tue-tête « Le travail, c'est la santé ». Rien faire, c'est la conserver. Et pirouette cacahuète, il s'en sort en disant « Moi, je ne travaille pas, je fais ce qu'il me plaît. » Alors merci beaucoup à tous les deux. Merci Virginie pour cette chronique qui, je crois, donne le ton, la dynamique de notre émission sur le travail décent. Alors, il semble que la question du travail, notamment dans cette transition socio-écologique actuelle, appelle clairement un changement de paradigme. Et là, on a une question qui se pose, c'est comment finalement promouvoir un système dans lequel le travail est tout à la fois décent, juste et écologiquement durable pour tous les hommes et toutes les femmes. Le fait que le travail soit en péril et que les travailleurs du monde entier souffrent de la crise sociale et écologique est finalement un appel pressant à repenser le travail, son organisation, sa gouvernance, mais également à prendre conscience de sa matérialité et du lien tangible entre l'humain et la nature. Alors je vous propose maintenant d'explorer tout cela avec Pierre Minaudier, dirigeant de la société Artizen, et Florence Turbillon, qui est conseillère emploi et insertion au sein de l'espace emploi Argicarco. Alors Pierre Minaudier, vous avez créé votre société Artizen dans les services à la personne depuis 1 an. Choisir ce secteur-là est un véritable changement de cap et de secteur d'activité pour vous, et notamment un secteur qui est touché par la problématique justement du travail décent. Alors, qu'est-ce qui vous a tout d'abord amené à choisir ce secteur ? Et puis, l'autre question, c'est comment vous le décrivez, ce secteur où la question du respect de la dignité humaine est souvent interrogée ?
Bonjour, merci Sandrine pour cette introduction. Effectivement, c'est un secteur, alors je viens pas du tout de ce monde-là, puisque moi je viens du monde de l'informatique au départ et des télécommunications. Et j'avais quelque part l'envie, le projet de faire un projet plus social et plus écologique. Et donc pourquoi j'ai choisi ce secteur ? Parce que tout d'abord, c'est un métier qui est un métier historique, puisque ça fait 3000 ans que finalement on fait du nettoyage et du ménage. Donc on peut dire que c'est un secteur d'utilité publique, en tout cas pour tout à chacun de nos citoyens. Et surtout, c'est un métier qui se fait sur le territoire, qui est un ancrage local non délocalisable. C'est un métier hyper local. Donc on peut créer des entreprises et une activité en fait manière locale. Et puis surtout, c'est un métier pour nous moi qui viens d'un monde du métier on va dire du penser, où on fait beaucoup travailler son intellect. C'est des métiers qui sont plutôt de l'ordre du faire et du cœur, puisque c'est un métier de la relation avec les clients. Et c'est un métier aussi du faire, parce que c'est un métier où on travaille beaucoup. C'est un métier physique. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le caractériser. Alors, les facteurs qui m'ont poussé aussi au côté social et écologique à monter finalement cette entreprise. D'abord, côté écologique, il faut savoir que si vous utilisez des produits détergents chez vous pour faire le ménage, 90% de votre air intérieur est pollué. Donc nous, on a décidé de monter le concept de notre entreprise sur de l'éco-nettoyage, c'est-à-dire de monter uniquement une entreprise sur avec des produits naturels ou éco-labellisés, ce qui permet de réduire fortement en fait l'empreinte à la fois écologique, puis surtout d'améliorer sa santé en tant que d'abord client, parce que on inhale moins de problématiques, de substances chimiques. Et puis surtout, pour nos salariés, c'est une vraie différence de manipuler des produits qui sont quand même meilleurs pour la santé. L'autre facteur, quand on s'est intéressé plus particulièrement à ce secteur-là, à d'innombrables problèmes sociaux. C'est un métier, il faut savoir déjà qu'il y a 1,3 million de salariés sur 18 millions en France qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc c'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes. Et malgré cet emploi qui est important, il y a un taux de ce qu'on appelle dans les entreprises de turnover en anglais, c'est-à-dire que de changement, on va changer de travail, qui est de 89% dans notre secteur. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, sur 10 personnes qu'on va recruter, il y en a 9 qui vont partir dans l'année. Donc il y a quand même une grosse problématique de recrutement et donc de travail décent. C'est comment on rend ce travail finalement décent et suffisamment intéressant pour que les salariés restent. Donc ça, c'est la premier indicateur qui nous a frappé. Et le deuxième, c'est... alors il y en a 4, mais le deuxième, c'est le taux de formation. C'est-à-dire que c'est un métier, effectivement, qu'on peut accéder à ce métier-là sans avoir une formation préalable. Donc plus d'un salarié sur 2 n'a jamais été formé dans ces métiers-là. Et donc est lancé dans le monde du travail finalement sans bagage, sans compétences, sans accompagnement. Donc ça c'était la deuxième chose qui m'a choqué. Et puis 2 autres chiffres qui sont aussi très intéressants, qui nous ont vraiment poussé à innover dans ce secteur-là, c'est le nombre d'accidents du travail. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'accidents du travail qui est pratiquement de l'ordre des 10%. C'est-à-dire qu'un salarié sur 10 peut se blesser dans l'année, avoir un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et puis un dernier chiffre, le taux de pauvreté dans le secteur, donc c'est-à-dire que ce qu'on appelle des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, qui est quand même pratiquement de l'ordre de 20%, c'est-à-dire qu'un salarié sur 5 dans nos métiers est en situation précaire. Parce que la plupart du temps, il subit le temps de travail et n'a pas un temps de travail complet. Est-ce que je peux juste préciser, parce que dans ma chronique, je parlais du seuil de pauvreté au niveau mondial de 1,69 € par habitant par jour. En France, le seuil de pauvreté appliqué au niveau de l'Europe et de la France, ça représente moins de 50% du revenu médian du pays. Oui, sachant que le revenu médian est différent en France, par exemple, pour les hommes et les femmes. Alors, c'est dans nos statistiques. Il faut savoir que une femme, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais c'est la réalité, travaille à moins de rémunération. Donc le salaire médian, je crois que d'une femme en France est à 1600, 1700 €. Et pour un homme, on est vers 1800, 1900 €. Voilà. Salaire médian, je ne parle pas du salaire moyen. Salaire moyen en France est à 2200 €, je crois. Voilà. Médian, c'est 50% de la population au-dessus de ce seuil, 50% en dessous. Exactement.
Donc, merci Pierre Minaudier pour ce premier éclairage. Alors, on imagine que c'est ce qui vous a poussé à définir une vision d'entreprise, alors que j'ai reprise sur votre site internet. Où vous dites que la vision de votre entreprise, c'est « Nous rêvons d'un monde dans lequel les services à la personne offrent de vraies perspectives professionnelles aux personnes qui y travaillent, leur permettent de vivre dignement de leur travail et d'en tirer satisfaction, bien-être et épanouissement personnel. » Alors moi, ça m'a évidemment touchée comme vision, qui en dit long. On a envie de vous demander qu'est-ce qui vous a vraiment amené à formaliser cette vision, même si je crois que vous avez déjà partiellement répondu à la question, et c'est surtout comment vous la mettez en œuvre. Il faut savoir qu'aussi cette entreprise, on l'a créée suite à une expérience cliente malheureuse. C'est-à-dire qu'on l'a peut-être partiellement tous vécu en tant qu'auditeur ou auditrice si on fait appel à ce genre de service. On s'est retrouvés, nous, dans des problématiques avec notre aide ménagère qui, on lui avait demandé de faire du repassage, elle ne savait pas en faire. Donc, ça devient compliqué quand on va souscrire un service à une entreprise et puis on reçoit quelqu'un qui, finalement, n'a pas été formé pour ce métier-là. Donc, forcément, en tant que client, on est déçu parce qu'on a investi du temps et forcément de l'argent en tant que client. Et puis surtout, on est frustré pour la personne qui vient chez nous, déjà qui met 1 heure de transport pour venir chez nous, pour finalement nous dire qu'elle n'est pas capable d'exécuter la mission. Donc c'est parti, toute cette histoire d'artisanne, elle est partie aussi sur cette frustration en tant que client, parce que souvent on parle des problématiques en tant que client. J'ai cité au début de l'émission les problématiques effectivement que peuvent trouver les salariés. Et donc on a choisi dans notre mission de créer à la fois des conditions de travail décentes pour nos salariés. Donc quand on dit conditions de travail décentes, c'est, on parlait tout à l'heure de seuil de pauvreté, comment on peut créer finalement un temps plein pour des métiers où on va pas pouvoir faire 35 heures de ménage, parce que moi je fais du ménage aussi en remplacement. Je peux vous dire que faire 35 heures de ménage par semaine, c'est très très fatigant. Donc comment on arrive à créer des conditions où on peut payer des gens à 35 heures, finalement qui ne travaillent pas 35 heures de temps effectif en faisant du ménage. Donc il faut falloir créer des choses pour qu'ils puissent faire autre chose dans l'entreprise. Et puis surtout, comment on va les former, comment on va les donner les moyens d'accéder à ces compétences-là. Faire du repassage, ça demande quand même un peu de compétences. Donc nous, on a choisi de créer on vous expliquera un peu plus tard dans l'émission, mais comment on peut créer du temps plein sur un CDI, comment on peut payer un peu au-dessus de la moyenne de notre secteur, et puis surtout s'engager aussi sur la protection sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a une convention collective qui nous permet de rémunérer des personnes en dessous du SMIC. Je savais pas que c'était possible quand j'ai créé cette entreprise-là, mais moi, ça m'a choqué personnellement en tant qu'être humain d'être déjà payé au SMIC. C'est déjà difficile à la fin du mois, et donc payer en dessous du SMIC, c'est encore autre chose. Et puis surtout, on a une mutuelle qui est obligatoire, donc ça c'est pour toutes les entreprises, et puis de la prévoyance. Donc la prévoyance pour les auditeurs, c'est finalement une assurance en cas d'accident du travail. Si on se fait très très mal, que ce soit sur un déplacement, un accident de voiture, ou dans nos métiers, on se prendre les pieds dans le tapis et tomber sur une table, parce que ça nous est arrivé dans nos métiers, voilà. Et quelqu'un qui va se faire très mal, et c'est une réalité de la statistique, puisqu'on a une personne sur 10 qui va se blesser dans l'année. Comment on va la protéger en termes d'assurance? Et pour ça, il y a un mécanisme qui s'appelle la prévoyance qu'on utilise avec les entreprises. Donc la plupart des conventions collectives, les prévoyances sont obligatoires, mais dans notre convention, elle n'est pas obligatoire. Donc nous, on a décidé de la mettre de manière obligatoire pour nos salariés, sachant qu'en plus, ils sont très exposés. Voilà. Donc c'est typiquement ce qu'on va faire. Et puis sur le temps de travail, on a pris l'engagement dans le modèle économique de notre entreprise de faire travailler nos collaborateurs et nos collègues à 80%. C'est-à-dire qu'ils vont faire un maximum de 27-28 heures de prestations chez nos clients. Et le reste est utilisé différemment dans l'entreprise. Donc ça, je vous détaillerai un peu plus tard ce qu'on peut faire sur ce champ-là. Donc si on comprend bien, vous embauchez déjà des personnes en CDI aux 35 heures, qui ne travaillent pas 100% en intervention chez des clients, et vous leur assurez un petit peu plus du SMIC et vous leur offrez une protection sociale. En tout cas, par rapport au thème, je crois qu'effectivement, on avance vers ce qu'on appelle le travail décent. En tout cas, c'est ce que vous revendiquez dans ce qu'on entend.
Avec les conditions que vous proposez, Pierre Minaudier, est-ce que vous êtes confronté malgré tout aux problématiques de recrutement que connaissent les métiers de service à la personne et le cas échéant, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement répondre à cette problématique ? Je pense que comme tous mes confrères, c'est un secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui emploie beaucoup de monde en France, mais une grosse problématique de recrutement et on y est confronté aussi. On a déjà trouver des candidats, c'est pas si évident que ça. On en trouve. Après, c'est souvent des personnes qui sont dans des situations forcément difficiles, à la limite de l'insertion professionnelle. Certaines qui sont en insertion techniquement. Et puis, comme beaucoup d'entreprises, moi je peux vous donner un chiffre qui fait un peu mal au cœur, moi en tant qu'entrepreneur, c'est quand je convoque 4 personnes à un entretien, j'en ai qu'une qui vient. Voilà, malgré tout ce qu'on fait au niveau des conditions de travail et de l'engagement qu'on peut prendre au niveau de notre entreprise, c'est la réalité de notre marché. Donc ça, c'est ce qu'on vit tous les jours sur le terrain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on essaye de faire des sessions de recrutement. On va prendre du temps. Donc, on investit beaucoup sur le temps de recrutement. Nous, un entretien, par exemple, chez nous de recrutement, c'est 3 heures. 1 heure qu'on va passer à présenter le projet de l'entreprise, à finalement raconter ce qu'on fait dans l'entreprise, comment on vit. Et puis, on va sonder effectivement la motivation. Et au-delà de la motivation, je dirais, c'est plus l'aspect comportement. Parce que nous, on recrute sur 2 comportements. On va former, on va accompagner la personne dans l'emploi. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que cette personne ait quand même un intérêt, alors si ce n'est pour le métier, au moins pour la relation avec les clients. C'est-à-dire d'avoir ce métier du faire et du cœur, c'est important pour nous. Donc c'est vraiment ce qu'on va regarder. Et puis on va faire une épreuve pratique de métier, c'est-à-dire faire un peu de ménage, faire un peu de repassage. Et nous, ça nous sert juste de niveau d'évaluation pour savoir comment on doit accompagner la personne. Quel est le temps de formation, quel est le parcours de formation qu'on va devoir prendre. Et la seule chose qu'on va regarder pour dire oui ou non au recrutement, c'est vraiment sur l'aspect comportement et engagement de la personne par rapport au projet de l'entreprise. Donc ça veut dire que si je veux rejoindre votre entreprise, je ne sais pas bien repasser, mais j'ai envie de rejoindre votre entreprise pour des raisons qui m'animent. Il y a un CDI, il y a 35 heures, je sais à peu près faire du ménage chez moi, donc vous pouvez me former. Ça se passe comment concrètement alors ? Alors concrètement, on a mis un partenariat en place avec Pôle emploi, d'ailleurs que je salue parce que souvent Pôle emploi est décrié, mais pour nous c'est un vrai partenaire. On a ce qu'on appelle un mécanisme que Pôle emploi a mis en place qui s'appelle l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement. En gros, concrètement, c'est quoi ? C'est un contrat tripartite entre Pôle emploi, l'entreprise et le stagiaire formé. On va l'accompagner pendant une période qui peut être entre 1 mois et 3 mois, justement, à le former sur le métier. Donc, techniquement, on va les ateliers de repassage. On va mettre en place un tutorat avec un tuteur dans l'entreprise pour l'accompagner en clientèle et le mettre en situation de travail. Donc, nous, nos partenaires, c'est vraiment, par exemple, Pôle emploi, Facero sur la diversité avec lequel on va travailler, les chantiers d'insertion comme Convergence 34, voilà. Donc, les missions locales sur lesquelles on va faire du recrutement, tout ça sont nos partenaires sur le territoire. Alors justement, il existe sur le territoire de nombreuses organisations comme celle que vous venez de citer, qui font le pont finalement entre les demandeurs d'emploi et puis les entreprises, dont l'espace emploi Agir Carco, l'organisation dans laquelle justement Florence Turbillon, qui est aussi notre invitée, conseillère emploi et insertion, travaille. Alors Florence, c'est à vous maintenant que je souhaiterais donner davantage la parole pour que vous puissiez déjà nous en dire plus sur ce qu'est l'espace emploi Agir Carco, qui, pour être très honnête, pour moi, c'était un organisme qui était associé aux questions de retraite, mais je n'avais pas connaissance, je dirais, de cet espace emploi. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Bien sûr. Alors, l'espace emploi Agir Carco existe depuis 5 ans maintenant. Agir Carco, parce que justement, nous sommes financés par l'Agir Carco. Donc, ce sont les groupes de prévoyance qui financent ce dispositif. En fait, nous sommes une équipe de 5 salariés et une trentaine de bénévoles. Et on intervient finalement en amont de ce que peut connaître Pierre, c'est-à-dire que justement, on va accompagner des demandeurs d'emploi
Chez certains, fragilisés, c'est-à-dire ayant plusieurs mois, voire 1 an de chômage ou davantage encore, et parfois un peu en posture défensive par rapport au retour à l'emploi, parce que justement, lors de précédentes expériences, ils ont pu subir du harcèlement ou être déçus, ne pas avoir la reconnaissance qu'ils attendaient. Et entre autres choses, dans notre dispositif d'accompagnement, eh bien, on va les aider à lever tous leurs freins et puis à reconsidérer peut-être aussi, je fais le pont avec l'activité de Pierre, à reconsidérer les métiers pour lesquels il y a des besoins, il y a de l'embauche, mais vers lesquels au préalable, ils ne sont pas tentés d'aller parce que ce sont des métiers pas toujours bien considérés, parce que pas toujours bien rémunérés ou pas très bien accompagnés, justement. Alors, pour reparler un petit peu de notre dispositif, c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui est à la recherche d'un emploi peut venir participer à une réunion d'information où on va lui présenter qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Et ensuite, s'il décide de suivre cet accompagnement qui dure 4 mois, il aura un entretien diagnostique, en quelque sorte, où on va déterminer sa motivation, mais également identifier quelles peuvent être ses problématiques et également vers quel consultant l'orienter, puisqu'on s'efforce à chaque fois d'orienter les personnes à la recherche d'un emploi vers un consultant qui connaît le métier vers lequel il veut aller ou qui connaît le secteur d'activité. C'est vraiment ce qui fait notre force. Pour marquer notre différence par rapport à d'autres structures d'aide au retour à l'emploi, notre spécificité, c'est que nos bénévoles sont formés. Là aussi, Pierre évoquait tout à l'heure la question de la formation de ces salariés. Et nous formons nos bénévoles. Ils ont un cursus assez complet qui leur montre quelle posture il est important d'avoir en accompagnement. Et on les forme aussi sur l'ensemble de nos ateliers. Nous en avons une 15aine d'ateliers, les ateliers classiques de recherche d'emploi, comment faire un CV, une lettre de motivation, comment se préparer aux entretiens, mais aussi des ateliers très spécifiques comme le Brain Gym pour apprendre à gérer ses émotions, comme la confiance en soi, ça c'est un des ateliers parmi les plus importants de notre dispositif, mais aussi l'atelier théâtre, l'atelier yoga, sophrologie, où dernièrement, on a mis en place également des ateliers de communication non violente. Chaque année, on accompagne entre 250 et 300 personnes. Alors, ça peut paraître pas beaucoup. Quand je vous parle tout à l'heure d'une 30aine de bénévoles, plusieurs salariés qui font de l'accompagnement également. Parce que notre particularité, c'est aussi le temps qu'on peut consacrer à chaque personne que l'on accompagne. Bravo pour tout ça. Donc, quand on est, vous avez parlé des bénévoles, enfin, où est-ce que vous allez les chercher, les bénévoles, du coup ? Alors, généralement, ils reçoivent un courrier du groupe de prévoyance duquel ils dépendent, les invitant à venir faire du bénévolat dans notre structure. Mais cette antenne qui m'est ouverte aujourd'hui est également l'occasion de lancer un appel. Voilà, si vous êtes ancien cadre du recrutement, du commercial, de tout secteur d'activité, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et à faire partie de cette formidable aventure. Oui, et puis c'est peut-être que certains pensent ne pas être concernés par ce type d'accompagnement, mais en fait, l'immense majorité des gens ont fait dans leur carrière un passage dans le privé, c'est-à-dire ont été salariés d'une entreprise qui leur a permis de cotiser à l'Agirc Arrco, et à ce titre-là, ils sont vous êtes en possibilité d'être à l'espace emploi Agirc Arrco, de vous faire accompagner. Et si j'ai bien compris, vous avez beaucoup parlé des ateliers collectifs, mais vous faites ça s'accompagne d'un accompagnement individuel ? C'est ça, en fait, ça se partage entre 2 volets, on va dire. Chaque candidat, puisque chez nous, on les appelle des candidats et pas des bénéficiaires, et ce sont des candidats au retour à l'emploi. Donc, chaque candidat est suivi par un consultant, qu'il soit salarié ou bénévole, à raison d'un rendez-vous chaque semaine. C'est très important pour retrouver une dynamique, retrouver le fait d'être convié à horaires réguliers chaque semaine et à produire un travail entre chaque entretien. Et cela s'alterne donc avec l'ensemble de la 15aine d'ateliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et c'est payant pour les personnes qui sont... C'est absolument gratuit, puisqu'à partir du moment où les candidats ont travaillé dans le privé, ce qu'évoquait Virginie tout à l'heure, ils ont donc cotisé à un groupe de prévoyance, et ce sont ces groupes de prévoyance qui financent notre dispositif. Merci beaucoup à tous les deux. Je me permets de vous interrompre quand même parce qu'on va faire un court entracte. Donc vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'émission du CJD, l'économie au service de l'homme. Nous sommes une association de 5500 dirigeants d'entreprise
qui ose mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Alors Grégoire nous fait découvrir son inspiration musicale du jour. Et bonjour, c'est Greg au micro pour la petite chronique musicale dans le cadre de l'émission L'économie au service de l'homme, produite par les CJD de Montpellier. Alors j'étais obligé de la faire et je la fais. On va s'écouter un petit Alpha Blondy et The Wailers. Travailler, c'est trop dur. Go! Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix, je cours chercher Hélène. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix, je fonce chercher Hélène. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est trop dur et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix, je fonce chercher Hélène. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Et merci Grégoire pour cet entracte musical. On reprend donc nos échanges sur Radio Clapas 93.5 avec Florence Turbillon, qui est conseillère à l'espace emploi Agir Carco, et Pierre Minaudier, qui est cofondateur de la société de services à domicile Artizen. Si vous avez assisté aux premières questions, ces premiers échanges, moi il y a un chiffre qui m'a complètement choquée. Pierre, vous avez dit que quand vous faisiez, vous prépariez des entretiens de recrutement, il y avait une personne sur 4 ou une personne sur 5 seulement qui venait à l'entretien de recrutement. Alors là, je me dis, il y a quand même un hiatus. Qu'est-ce qui se passe, Florence, dans vos accompagnements? Est-ce que vous avez ce même constat d'un désengagement? Est-ce que c'est une question de savoir-être? Est-ce que c'est une question de confiance en soi, comme vous l'évoquez? Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. En tous les cas, sur cette question-là, ce qui me paraît évident, c'est
La mauvaise réputation, entre guillemets, du métier d'aide à domicile ou d'employé de ménage à domicile, puisque certains candidats, certaines candidates, c'était surtout des femmes qui m'en ont parlé en fait, en me disant mais c'est affreux, on vous envoie chez des clients mais à 15 km d'écart, j'ai à peine le temps d'y aller, j'ai pas le temps de déjeuner, on ne me paye pas les déplacements ou c'est pas compté dans mon temps de travail et du coup, alors que c'est un métier qui est déjà pas très bien rémunéré, mais je me retrouve vraiment à faire un boulot de dingue, absolument pas rétribué à la hauteur de ce que ça peut valoir. Donc voilà, ça fait partie des premiers écueils. Mais s'ils ont dit oui à l'entretien de recrutement, pourquoi la personne ne vient pas à l'entretien pour lequel il s'est accordé sur une date et une heure ? On a des personnes, il ne faut pas le nier, qui sont quand même souvent en souffrance, qui sont en difficulté sociale, en fait. Et nous, on l'a réalisé en fait en créant cette entreprise-là et au fur et à mesure des rencontres qu'on a pu faire avec ce que nous on appelle nos talents. Mais moi, mon premier métier dans l'entreprise, c'est de les rassurer au niveau des besoins, on va dire, primaires. Dans la pyramide de Maslow, c'est on va pouvoir vous offrir un travail décent, vous allez pouvoir être rémunéré correctement. Et puis, effectivement, c'est un métier, nous, on ne le cache pas à l'entretien, c'est un métier qui est dur. C'est un métier qui est dur physiquement, c'est un métier où, de temps en temps, la relation cliente, elle est un peu difficile à gérer. Nous, on a la chance de pouvoir choisir nos clients, c'est-à-dire que si un client va trop loin, soit dans sa demande, soit dans son comportement, on peut s'en séparer, ce qui n'est pas le cas de tous mes confrères, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait nous, parce que c'est un choix aussi de travail éthique. Mais voilà, ça demande un engagement. Je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faut communiquer. En fait, il faut communiquer à nouveau sur ce secteur d'activité. La plupart des candidats que je reçois me disent aujourd'hui, mais moi, je voudrais me sentir utile, et puis je suis en quête de sens. Et peut-être que si on fait valoir davantage que ce métier, c'est pas un métier d'esclave, mais c'est un métier pour être utile aux autres. On rend un service. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre, c'est aussi un métier où le relationnel compte énormément. Et je crois que du relationnel aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu ces derniers mois, l'isolement dont tout le monde a pu souffrir, il est temps de remettre ça à l'actualité. Alors effectivement, c'est un métier, comme je disais tout à l'heure, qui est à la fois du faire, parce que c'est un métier physique où on va travailler. Mais surtout, c'est un métier du cœur, c'est qu'il faut avoir envie d'être dans l'aide. Et en fait, quand on candidate à ces métiers-là, c'est presque mes premières questions, c'est pourquoi vous avez envie finalement de faire ce métier-là. Certains me disent, effectivement, c'est pour avoir un contact, c'est pour finalement avoir des relations humaines, parce que je pense que quand on est en tout cas, quand on cherche un travail, et c'est aussi la difficulté de nos métiers, c'est que nos travails peuvent être considérés comme du travailleur isolé. C'est-à-dire que la personne ne peut être là ou ne peut être pas là, en fait, dans son logement. Et donc, finalement, c'est comment on recrée, et là, je vais pas vous parler un petit peu plus tard de ce qu'on essaie de faire, mais comment on recrée des conditions de travail collectives, de coopération au sein d'une entreprise. Comment on crée les conditions pour que nos collègues puissent discuter entre eux, se retrouver à des moments, échanger sur les pratiques et les problématiques. Et je pense qu'au-delà du métier en lui-même, ce qui est important, c'est finalement quelles relations humaines on va pouvoir créer dans le travail. Alors ce sera un point qu'on va effectivement développer tout à l'heure, mais avant j'aimerais revenir vers vous, Florence, que vous nous éclairiez un petit peu sur les types de demandeurs d'emploi finalement auxquels vous êtes confrontés, ou en tout cas celles et ceux que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui ils sont ? Alors, ils sont de tout type et de tous ordres. Je veux dire par là qu'on n'a pas de critères d'âge, on n'a pas de critères de catégories socio-professionnelles. C'est peut-être des cadres et des non-cadres. Je peux juste vous citer quelques chiffres récents. Plus de 50% des personnes qu'on a accompagnées dernièrement ont plus de 50 ans. Et puis, on peut se prévaloir de près de 60% de retour à l'emploi. Parce que, justement, on permet à ces personnes de retrouver confiance, de retrouver l'envie. Et ça, c'est très important aussi. On évoquait tout à l'heure la question du sens, de l'utilité. Mais au départ d'un accompagnement, on se retrouve parfois avec des personnes qui, quand on leur pose la question « mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ?», elles ne savent plus trop. Et tout le travail consiste à raviver l'envie et à rassurer quant au fait qu'il existe des employeurs comme Pierre qui offrent des conditions dignes de travail. Merci. Et alors vous, vos objectifs au sein de votre structure, c'est quoi ce que vous
Vous avez une ligne directrice au sein de l'espace emploi ? Il n'y a pas d'objectif chiffré. En tous les cas, on n'a pas obligation d'un taux de retour à l'emploi de X%. Et c'est, je pense, justement ce qui fait le succès de notre formule. On n'y va jamais au forcing, mais on part toujours de l'individu, de qui il ou elle est, de quoi elle a envie. Et on va lui donner véritablement tous les moyens de tendre vers son objectif à elle. Et véritablement, toute l'équipe, que ce soit les permanents, les bénévoles, mais aussi nos prestataires externes, convergent vers cet objectif-là, qui n'est donc pas un objectif chiffré, mais véritablement, j'ai envie de dire, un objectif humain. Je reviens, j'ai pas été très complète sur la question de qui on accompagne. Il y a eu une petite évolution chez nous dernièrement, à savoir que nous devions accompagner les personnes les plus fragilisées, c'est-à-dire celles ayant plus d'1 an de chômage. Et avec la crise sanitaire qui nous a tous bouleversés, on accompagne désormais aussi les chefs d'entreprise ou les auto-entrepreneurs qui ont dû fermer leur entreprise, les personnes qui ne sont pas indemnisées par Pôle emploi ou celles qui ont perdu leur emploi dans les activités particulièrement impactées. Donc l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, l'événementiel, les loisirs, la culture. Également les familles monoparentales et les personnes qui ont perdu leur emploi suite à un problème de santé ou de handicap. Pierre évoquait tout à l'heure les accidents du travail. Bon, parfois, ce type d'événement oblige à revoir complètement son orientation professionnelle. Merci. Pierre Minaudier, les personnes que justement Florence Tourbillon vient enfin en tout cas les catégories de personnes que Florence vient de nous indiquer, est-ce que ce sont des personnes qui pourraient avoir leur place au sein d'Artizen ? Est-ce que c'est des personnes que vous retrouvez aujourd'hui en tant que candidats et candidates ? Oui, tout à fait. En fait, on voit les mêmes mouvements de marché, si on peut dire, que vous sur le marché de l'emploi, hein. Notamment dans la restauration, on reçoit quand même beaucoup de profils qui viennent de la restauration et qui se reconvertissent en tant qu'auxiliaire de vie ou aide à domicile. En plus, souvent, c'est des personnes très courageuses parce que c'est un métier, le métier de la restauration, un métier très difficile, très physique. Et donc, nous, ça nous va bien quelque part, hein, d'avoir ces profils-là. Et effectivement, tout l'intérêt, c'est de leur apprendre un nouveau métier, surtout, et je dis encore une fois, l'idée d'une entreprise, c'est un système collectif, c'est comment recréer une vie au travail. Alors moi, j'ai écouté récemment un professeur de l'ESSEC qui a un concept intéressant, qui parle maintenant, on parlait de RSE, de QVT, de qualité de vie au travail, etc. Il dit le nouveau paradigme maintenant, ça va être la QTT, la qualité du travail au travail. Et finalement, c'est assez intéressant. La qualité de travail au travail. Fallait le trouver. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais finalement, c'est comment on retrouve une qualité au travail, mais dans le sens pour le travail en lui-même. Parce qu'effectivement, faire du ménage et du repassage, l'intérêt peut paraître limité. Enfin, il y a des personnes, nous, qu'on a dans nos collègues, qui sont hyper fiers de faire ce travail-là aussi. Mais tout le monde n'est pas hyper fier, n'a pas un intérêt. Sans compter que j'imagine que pour des personnes qui ont eu des métiers extrêmement pressurisants, où il fallait être justement hyper sollicité sur le plan intellectuel, ça peut être bien pour soit une fin de carrière, ou soit pour un moment de sa vie, se dire, tiens, pendant quelques mois, quelques années, je vais me consacrer à ce métier-là, pour retourner peut-être à des choses essentielles, du genre être utile à quelqu'un qui a un besoin, et puis ne plus subir cette pression ou cette sur-efficience intellectuelle. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sursollicitation intellectuelle. Malgré tout, je peux vous dire que il faut quand même être organisé. C'est-à-dire que quand on arrive dans un logement, qu'on a 3 heures pour faire une maison de 180 mètres carrés, il ne faut pas se perdre en route non plus. C'est-à-dire que nous, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille pour l'organisation en elle-même du travail. Et quand on parlait de qualité de travail au travail, c'est comment on redonne, au-delà du métier, un intérêt à coopérer ensemble et finalement construire des relations avec c'est un nouveau système social, l'entreprise, c'est un autre système social, et souvent des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui peuvent se retrouver seules. Et nous, on en a dans nos collègues qui se retrouvaient seuls, sans emploi avec le Covid. C'est très très dur à vivre. Et en fait, l'entreprise permet aussi finalement de recréer un système social où finalement on va échanger avec des collègues, avoir des amis, avoir une vie sociale qu'on n'a plus finalement quand on est chômeur de longue durée, par exemple. Mais du coup, est-ce que vous travaillez déjà ensemble, Artizen, l'Espace Emploi, Agir Carco ? Je me dis, les liens sont assez directs entre une association comme celle-là et les entreprises. Comment ça marche ?
Alors, moi, ce que j'utilise beaucoup, on ne travaille pas encore avec Pierre, mais Non, mais à ça va pas l'avenir, tarder. voilà, tout à fait. Mais pour les personnes qui s'interrogent comme ça sur leur envie ou leur capacité à tendre vers ce type d'emploi, bien, je pourrais vous les adresser dans le cadre d'une enquête métier et pourquoi pas de ce qu'on appelle une période de mise en situation en milieu professionnel pour qu'ils s'y essayent. C'est l'occasion aussi pour vous de voir à qui vous pourriez avoir affaire. Et puis après, advienne que pourra. Non, mais bien sûr que nous, on cherche effectivement toute possibilité finalement pour nous de... Alors, je vais utiliser un gros mot, mais de sourcing de profil est intéressante. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les partenaires locaux, que ce soit Pôle emploi, les missions locales, les chantiers d'insertion, parce que tout ça, ce sont des personnes qui essaient de raccompagner en fait nos futurs collègues dans l'emploi. Et moi, une partie de mon job, c'est d'identifier effectivement les structures qui peuvent nous aider à mettre des personnes dans l'emploi. Voilà. Donc, Alors vous disiez que c'était très physique, mais comme j'évoquais tout à l'heure qu'on a beaucoup de personnes de plus de 50 ans, pour autant, est-ce que ce type de personnes, vous êtes à même de les orienter vers des chantiers, puisque je crois que c'est un peu comme ça qu'on les appelle, qui les mobiliseraient peut-être moins physiquement, mais ils auraient peut-être plus aussi un rôle d'accompagnant de la personne, de tenir compagnie ou ce genre de choses. Donc effectivement, alors nous, on n'a pas encore l'agrément pour les auxiliaires de vie, mais c'est typiquement ce qu'on voudrait faire. Et puis l'autre partie, c'est effectivement, on se dit que les personnes qui ont plus d'expérience, donc les personnes au-delà de 50 ans, peuvent aussi être tuteurs chez nous. Et donc tuteur, on se retrouve pas seul, on se retrouve avec un stagiaire, un jeune ou un moins jeune, mais quelqu'un qui l'accompagne. Et donc on doit plus travailler en binôme. Donc c'est moins fatigant. Et puis en plus, c'est valorisant parce qu'on peut accompagner une personne. Donc pour être, par exemple, tuteur chez nous, il faut potentiellement 2 ans de métier, mais nous, on l'adapte un petit peu et on forme à être tuteur. C'est-à-dire que tuteur, c'est aussi une posture, c'est aussi une capacité de transmettre. Et donc ça, on pense que sur les personnes qui ont 50 ans et plus, c'est une capacité qu'on peut travailler. Et juste une question encore, Pierre, si vous me permettez. Vous avez évoqué que vous faites de sorte de pouvoir offrir du 35 heures à vos salariés. Est-ce que pour autant, vous êtes ouvert à des personnes qui ne rechercheraient que des heures ponctuelles ou du temps partiel ? Alors nous, l'important, c'est le temps partiel non subi. Donc en fait, la problématique du secteur, c'est que souvent, on impose un temps de travail en tant qu'employeur. Nous, c'est pas notre concept, c'est plutôt le concept inverse, c'est le futur collaborateur qui va nous imposer son temps de travail. Alors, nous sommes clairement là dans la bonne définition de ce qu'est la dignité humaine, le travail décent, c'est le thème de notre émission. Finalement, dans ce que vous dites et dans les dernières questions qui sont posées, c'est que chacun, en tout cas au sein d'Artizen, peut choisir son travail et puis le temps de travail en tout cas. Ce qui est important dans le concept du travail décent, c'est aussi que chacun et chacune puisse avoir une part d'autonomie dans la modalité d'exercice de son métier et en particulier la façon dont chacun va gérer son temps. Et moi, j'aimerais qu'on arrive là-dessus, puisque vous nous avez quand même fait un gros teasing sur la première partie de l'émission. On a parlé donc de l'organisation du travail. On sait qu'un travail décent, par opposition à l'esclavage, respecte la liberté humaine et l'autonomie. Alors vous, Pierre Minaudier, quelles sont justement vos méthodes de management et votre organisation du travail pour que la dignité humaine règne au sein d'Artizen? C'est un peu le cœur finalement de notre entreprise. Nous, on a décidé de créer une innovation sociale qui s'appelle les communautés autonomes ou appelées aussi communautés Opal. Vous retrouverez ça sur Internet si vous cherchez en tant qu'auditeur ce que c'est les communautés Opal. Finalement, c'est comment on crée des communautés de collègues, de collaborateurs qui travaillent en autonomie ensemble. Et donc, on s'est dit que pour ce métier-là, c'est pas facile à organiser, mais c'était... alors, ça se fait dans, par exemple, le secteur des infirmières. Il y a un modèle très, très connu aux Pays-Bas qui s'appelle Buurtzorg, qui travaille avec les infirmières à domicile qui se sont mis en communauté autonome de travail. Nous, on s'est dit qu'on pourrait appliquer ce champ-là au métier d'aide ménagère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autonomie ? Autonomie, l'autre face, c'est liberté, mais c'est aussi responsabilité. Donc, finalement, c'est comment on redonne. Donc, ça veut dire travailler sur la confiance en soi, sur la responsabilité. Et on se dit, finalement, les personnes qu'on accompagne, alors il y a vraiment des très jeunes, puisque notre plus jeune, elle a 19 ans, elle démarre sa vie active, et puis notre plus ancienne, elle a 55, je crois, ou 56 ans.
c'est pas les mêmes parcours professionnels. Donc il y a des compétences qui ont été construites dans ce parcours de vie. Et finalement, on se dit, au lieu d'embaucher des managers, moi je préfère travailler sur les rôles dans l'entreprise et confier des missions à nos aides ménagères pour qu'elles ou ils prennent en charge d'autres métiers dans l'entreprise. Et je vais donner un exemple, le service client. Pourquoi c'est l'entreprise qui devrait être responsable du service client avec quelqu'un qui est responsable du service client plutôt que l'aide ménagère en elle-même ou l'aide ménager en lui-même. Donc il y a un accompagnement sur le métier de service client pour les aides ménagers. Pourquoi ne pas déléguer le recrutement à terme aussi dans nos communautés à nos salariés, parce que finalement, on est super bien placé quand on est sur le terrain pour savoir comment on vit le métier et qu'est-ce qui va faire que ça va être une bonne personne pour la communauté en tant que nouveau collègue. Alors nous, notre métier, c'est plutôt de sourcer et d'aller qualifier un ensemble de CV, mais au final, le recrutement peut très bien se faire par nos collègues, et donc c'est aussi valorisant de finalement faire du recrutement en tant qu'aide ménager. Et puis c'est extrêmement intéressant parce que là on est vraiment dans l'innovation sociale au cœur de l'entreprise et quelque chose qui va mieux convenir à la fois aux personnes qui intègrent une organisation et à l'organisation, puisqu'il n'y a pas mieux on fonctionne pas mieux que quand les gens sont embarqués dans ce qu'ils font. On arrive malheureusement vers la fin de l'émission. Alors je voulais demander quand même, Florence, je sais que vous avez des retours dithyrambiques des gens qui ont suivi votre parcours. Je sais également que vous êtes très modeste quand vous dites que vous avez un taux de retour à l'emploi de 60%. En fait, il faut savoir que même si ça paraît pas énorme, parce que c'est pas 100%, en fait, c'est très, très supérieur à la majeure partie de ça et c'est beaucoup lié à l'accompagnement personnel et humain. Est-ce que vous avez un conseil que vous voulez donner aux auditeurs, soit qui voudraient changer d'emploi, soit qui sont à la recherche d'un emploi ? Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, ne plus subir et choisir. Et pour ça veut dire devenir acteur de son recrutement. Et du coup, venez vous faire accompagner à l'espace emploi pour que tous les bons conseils vous soient donnés pour ne plus subir, mais pour choisir votre futur emploi. C'est possible. Mais comment on vous trouve ? Ah oui, bien sûr. Alors, tout simplement en nous appelant au 04 67 50 98 99. Voilà, ce serait encore le plus simple. On a aussi une page LinkedIn et une page Facebook, mais appelez-nous directement, ce sera plus efficace. Soyez acteurs. Donc, l'espace emploi Agir Carco. Pierre, vous représentez Artisan. Sandrine, est-ce que vous avez déjà un dernier mot de la fin que vous voudriez partager avec les auditeurs ? Écoutez, moi je suis toujours ravie quand des associations comme celle que représente Florence et des entreprises comme celle que représente Pierre puissent se rencontrer dans une émission. C'est entremetteuses en fait. Voilà, on est un peu entremetteuses. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette rencontre permettra à nos auditeurs et nos auditrices qui recherchent du travail de pouvoir à la fois se faire accompagner dans l'espace emploi et puis également peut-être rejoindre la société Artisan. Et je ne peux pas quitter cette émission sans faire un petit mot sur alors le CJD et le CJD. Je le savais. Parce que finalement, aujourd'hui, on a défendu une valeur qui est très importante pour le CJD. Vous savez qu'à Montpellier, c'est une association qui compte plus de 100 adhérents. Donc, ce sont plus de 100 entreprises qui partagent un certain nombre de valeurs, dont une qui est le respect de la dignité humaine. Et donc, ce sont autant de collaborateurs positivement impactés. Le 28 juin, nous organisons au Quorum à Montpellier le CJD. C'est une journée dont le thème est fric ou éthique, l'entreprise a-t-elle le choix ? Alors, on verra que c'est pas aussi blanc ou noir. Néanmoins, par rapport à la thématique qui nous a occupés aujourd'hui, je crois que vous avez, à mon avis, tout intérêt à venir nous voir lors de cette journée où de belles surprises vous seront proposées, des ateliers qui seront animés, des masterclass, des battles, un philosophe. Avec un super philosophe qui sera présent également, et où vous verrez que effectivement, on défend bien sûr le travail décent, qui n'est pas incompatible avec la croissance économique. Pierre, est-ce que vous voulez partager le tout dernier mot de cette émission ? Non, mais je pense qu'il est important de se dire que réinventer des métiers, c'est possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, nous. Et il ne faut pas avoir peur d'un métier pour lequel on n'a pas d'intérêt. Parce qu'au-delà du métier,
Je pense que ce qui est important, c'est justement c'est ce travail en commun. C'est les relations de travail qu'on va partager avec ses collègues. Et je pense que ça, on le mesure pas en fait au bon niveau quand on rentre dans une entreprise. Mais quand on choisit une entreprise, il y a le métier, mais au-delà du métier, il y a aussi l'atmosphère et l'âme qu'on va pouvoir retrouver dans l'entreprise et finalement ce qu'on va pouvoir créer au-delà de son job de tous les jours. C'est magnifique, merci. Je peine à me dire que je vais reparler derrière ça. Nous voilà déjà à la fin de cette émission L'économie au service de l'homme, consacrée à la question de l'emploi. Alors, un très vaste sujet. On a eu des témoignages extrêmement intéressants qui montraient que l'emploi, ça n'était pas une fin en soi et qu'il y avait tout un ensemble à regarder à côté. Un grand merci à Florence Turbillon, qui représentait l'espace emploi Agir Carco, et à Pierre Minaudier, qui est cofondateur de la société de services à domicile Artisaine. Un grand merci à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et à Pej Pierre-Jean en particulier à la régie, et aux jeunes dirigeants du CJD. Aujourd'hui, j'étais avec Sandrine, merci Sandrine, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les mardis à 17h. Alors, vous pouvez retrouver les replays sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier et aussi maintenant sur les plateformes type Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, iTunes, etc. Alors, prenez soin de vos proches et de vous.